des questions ou autres, sachez qu'elles vont être enregistrées. Donc, on lance ce webinaire, on lance l'enregistrement et n'hésitez pas, comme je vous le disais, à poser toutes vos questions dans le chat. C'est parti pour l'enregistrement. On débute et vous nous rejoindrez du coup pour les autres en cours de route certainement. En tout cas, on a pas mal de personnes qui sont déjà connectées. Première chose, l'objet de ce webinaire, c'est de parler ensemble avec Nicolas de Ready for Takeoff de la formation des collaborateurs terrain. C'est un vrai sujet d'actualité, oui, parce qu'il y a eu des phases de Covid, de confinement, encore plus d'actualité aujourd'hui, puisque les collaborateurs reviennent sur le terrain, reviennent en travail, même s'il y a encore des situations de télétravail pour beaucoup. Il y a des contextes différents dans l'industrie, dans le retail et dans d'autres domaines d'activité. L'idée, c'est d'avoir un échange de qualité, des retours d'expérience de Nicolas et pourquoi pas de ma part aussi sur nos expériences conjointes. Avant de commencer du coup, Nico, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, qui est Ready for Takeoff et puis ce que vous faites? Ok, alors bonjour à tous. Donc Nicolas Fournier, je suis le président fondateur de Ready for Takeoff, qui est un organisme de formation certifié Calliope qui existe depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Avec mon associé, on a un long passé dans le monde de la formation. Alors pour ma part, dans l'industrie, la banque, mais aussi le retail. Et aujourd'hui, Ready for Takeoff a 3 principales activités. La création de dispositifs e-learning au sens large sur mesure. Ça peut être des scores, mais c'est de plus en plus du micro-learning, du mobile learning. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir. La deuxième grosse activité, c'est la production de médias, donc tout ce qui va aller à l'intérieur du dispositif de e-learning, donc des motion design, des captations terrain, des podcasts, ce genre de choses. Et puis la troisième partie qui est en train de grandir, c'est l'accompagnement des équipes formation interne pour les aider à faire la transition entre le présentiel et le digital et les rendre autonomes dans la conception de dispositifs digitaux engageants pour leurs collaborateurs. Excellent. Et alors du coup, c'est une activité alors très spécifique dans ce vaste monde du e-learning ou du digital learning comme on le dit aujourd'hui. Toi spécifiquement, ton rôle et ton métier, c'est quoi aujourd'hui si tu peux nous expliquer ce que tu fais toi plus spécifiquement? Alors, au cœur de Ready for Takeoff, moi, je suis à la fois sur la partie technique et commerciale, mais on est aussi beaucoup et surtout dans la partie conception sur mesure. Donc, des projets qui sont très variés. On a des clients qui sont plutôt des grands comptes aujourd'hui, mais aussi des petits organismes de formation, mais plutôt D'accord. des entreprises de secteurs différents. Ça peut être pas mal de retail parce qu'on vient aussi de ce secteur-là, mais le secteur du transport, le secteur de la banque aussi sont des secteurs très, très représentés et qui sont en tout cas, ces grosses entreprises, toujours un peu à l'avant-garde pour tester des modalités pédagogiques un peu innovantes ou pour challenger simplement les pratiques existantes. Ok, très clair, très clair, très clair. Écoute, merci pour cette petite présentation. Alors évidemment, à vous qui assistez du coup à ce webinaire, si jamais vous avez des questions à poser à Nicolas, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui après le webinaire directement. Je pense que Nicolas, tu es ok pour que on partage ou que les gens reviennent vers toi directement via le site de Ready for Takeoff. On pourra partager ton mail également avec grand plaisir. Merci. Je suis ravi que tu sois notre invité aujourd'hui. Je vais me présenter également rapidement. Donc moi, je suis Mathieu, je suis cofondateur de la société Cards Microlearning, société et solution, qui permet de créer des formations courtes et mémorables, et ce, en un rien de temps. Voilà pour notre présentation de Cards Microlearning. Le sujet aujourd'hui, c'est pas de parler de nous, de Cards, c'est vraiment de discuter ensemble sur ce sujet des formations des collaborateurs terrain, mais c'est un sujet également que l'on traite grâce à des modalités type micro-learning, donc qui nous concernent aussi. Voilà pourquoi je suis très content de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi. Je le rappelle pour du coup les personnes qui nous rejoignent en cours de route, nos participants. Le webinaire est enregistré. Pensez bien à utiliser le chat pour poser vos questions. On y répondra soit en cours de route, soit du coup à la fin. On fait au mieux pour répondre à toutes vos questions. Et on a 2 temps forts dans ce webinaire. Le premier temps fort, c'est déjà d'avoir un retour d'expérience, des conseils, en l'occurrence de ta part, Nicolas,
de comment former efficacement des collaborateurs terrain, parce que on sait qu'à distance, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir, aussi bien de sécurité que de mobilité, que de déplacement, que de travail à distance, il y a beaucoup de problématiques différentes à aborder et à traiter, et c'est pas simple, clairement, dans ce domaine de formation à distance. Donc le premier point, si je puis dire, du webinaire, c'est d'aborder ce sujet. Et le deuxième point, c'est de traiter ensemble de cas d'usage que tu as pu rencontrer, que nous, on a pu rencontrer également, pour vous donner aussi des exemples de prospection à vous qui assistez à ce webinaire aujourd'hui ou en replay. On commence par le premier temps, ouais. Du coup, alors enchaînons tout de suite. La question, comment former efficacement? Et je vais insister vraiment sur efficacement. Qu'est-ce que toi tu entends derrière, ou qu'est-ce que tu comprends derrière l'efficacité de la formation à distance pour des collaborateurs terrain, Nicolas? Est-ce que tu as quelques bonnes pratiques et une définition de ce efficace? Alors, efficace, ça veut dire quoi aujourd'hui? Je pense que ça veut dire surtout atteindre les objectifs que chacun dans son organisation, on se fixe. Quel est l'objectif d'une formation pour un collaborateur en entrepôt, pour un collaborateur en magasin? Il y a finalement, je pense, plein de façons d'atteindre et de délivrer une formation efficace. Et aujourd'hui, le digital en est une, mais même si c'est le cœur de notre activité, je suis convaincu que c'est l'ensemble des modalités qui font quelque chose, une continuité pédagogique qui fait la force du dispositif. Donc, il faut surtout mixer, sans doute des formations présentielles ou peut-être distancielles, des webinaires, sans doute faire des choses en situation de travail pour ancrer les pratiques, sans doute de e-learning pour diffuser rapidement des messages simples et courts et efficaces. Mais c'est surtout l'ensemble qui fait, à mon avis, une formation efficace et pas simplement le digital, même si Oui. toi et moi, on est au cœur de cette activité-là au quotidien. C'est ce qu'on appelle le blended learning concrètement. Alors même si c'est un anglicisme, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est que le blended learning? Alors ouais, cet anglicisme, c'est de la formation mixte finalement qui va mélanger plusieurs modalités. Alors ça peut être présentiel, distanciel, synchrone, tous en même temps ou asynchrone sur des temps séparés. Ça peut être voilà, mélanger de la formation en situation de travail ou de la formation tout seul dans son coin ou partager avec des pairs ou faire des groupes de développement, peu importe. Il y a, je pense, dans toutes les organisations, toutes ces modalités qui existent déjà. On ne fait souvent que les empiler et l'enjeu, c'est sans doute de les organiser, voire de les animer dans la durée. Ok, donc c'est vraiment un mixte de modalités, et en effet l'enjeu c'est l'organisation. Et comment alors du coup est-ce qu'on arrive à organiser des modalités différentes pour des collaborateurs qui sont sur le terrain? Est-ce que tu as des bonnes pratiques pour enchaîner et proposer une modalité A, une modalité B, une modalité C, des supports aussi j'imagine différents, enfin j'imagine on le rencontre, mais est-ce que tu as une bonne pratique pour l'organisation de ces différents types de modalités? Alors peut-être sans dévoiler le cas d'usage qu'on pourra aborder tout à l'heure, euh, je crois que ces modalités, la façon de les agencer, c'est surtout par rapport aux contraintes du public cible. Il faut toujours remettre l'apprenant au centre D'accord. et peut-être du coup évoquer ce qu'on met derrière collaborateur terrain et bien identifier finalement les contraintes auxquelles ils peuvent être exposés et qui sont le point de départ de la réflexion pédagogique pour tous les responsables formation finalement. Ok, d'accord, très clair. Est-ce que tu as, alors je reviens sur cette notion de formation à distance, comment est-ce qu'on peut rester efficace dans ces conditions? Sachant que voilà, il peut y avoir des problématiques de mobilité, de déplacement, de travail même à risque concrètement, de travail en clientèle aussi. Comment est-ce qu'on peut rester efficace dans ces conditions? Donc, effectivement, tu le disais, il y a plusieurs caractéristiques des personnes dites des collaborateurs de terrain. Je pense qu'ils sont souvent isolés et postés. Ils ne sont pas au milieu avec des collègues, ils sont souvent soit seuls, soit directement au contact du client. Donc, Oui. l'organisation à mettre en place pour se former est déjà un vrai enjeu. Parce que sortir quelqu'un quand on est face au client, quand on est dans un flux de production, ben, c'est compliqué. Donc, ça s'organise. Et dès que les formations sont longues, ben, ça va demander souvent des casse-têtes pour le responsable formation, mais surtout pour les opérationnels, pour arriver à
à dégager du temps finalement pour ses collaborateurs. Et Ouais. puis en même temps, ce sont souvent des collaborateurs qui, par définition, ont un accès à l'info limité. Souvent même pas d'adresse email pro, pas d'accès à un ordinateur de façon simple, difficulté d'accès à l'intranet pour partager des informations de l'entreprise. Donc ces trois contraintes, isolées, loin de son manager ou avec un contact très ponctuel, au mieux une fois par jour, mais des fois pour certains ça peut être plus lâche que ça. Donc isolé, problème d'accès à l'information et problème d'organisation et de temps limité pour se former font que, quelque part, à notre avis, ça conditionne déjà les formes de formation qu'on peut leur proposer ou trouver les meilleurs dispositifs pour du coup les former efficacement. Et oui, d'accord. Le temps, le fait que la contrainte technique ou technologique aussi peut être un frein, hein, comme tu le dis, le fait de ne pas avoir de boîte mail ou de support à disposition, tout ça, ça conditionne le choix d'une modalité ou évidemment d'un Ça support. aide en tout cas à réfléchir en partant de ces contraintes-là. Vaut mieux pas raisonner sous contrainte plutôt que d'imaginer un super beau Et oui. dispositif très long et sans doute très cher qui n'a pas de côté opérationnel sur le terrain. Donc c'est Donc, vraiment le point de départ. la première chose à faire, c'est de faire un état des lieux, de savoir qui sont ces collaborateurs terrain, ce qu'ils font, leur métier et quelles sont les éventuelles, je vais dire, problématiques techniques ou contraintes techniques auxquelles on va faire face pour s'adapter. C'est vraiment de faire cet état des lieux en un, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment l'expression de besoin à la fois du client et un cadrage des contraintes et des forces en présence, du délai qu'on a pour réaliser la formation. Ça peut souvent être dans ces milieux très opérationnels une contrainte forte parce que le besoin arrive et il faudrait déjà presque avoir délivré la formation. Donc il y a une contrainte de temps de production qui est une vraie donnée. D'accord. Est-ce que toi, tu recommandes de faire des tests avec des petits panels de collaborateurs terrain qui sont prêts à jouer le jeu pour tester le dispositif mis en place? Est-ce que tu recommandes du coup des phases de test ou est-ce que tu te dis, bah non, peut-être le mieux, c'est déjà d'avoir un plus gros volume pour avoir aussi plus de données sur les feedbacks, les retours? Quelle est ton appétence et ton feedback sur ce sujet? Ouais, notre approche en la matière, c'est effectivement de faire du test and learn assez rapidement, donc de faire des pilotes, des expérimentations sur une cible représentative du public à former pour pouvoir faire une itération assez rapide. Aujourd'hui, je D'accord. pense que les outils digitaux, et, et tu le sais comme moi, il y en a plein sur le marché, il y avait qu'à voir le salon Learning Technology, il y a plein d'outils, mais qui permettent aujourd'hui d'itérer de façon très rapide et de façon agile. Donc, c'est l'occasion de sortir vite un premier produit, un premier prototype, quitte à l'affiner en prenant en compte les remarques du terrain. D'accord. Donc l'approche test and learn est vraiment l'approche idéale si tu arrives à la mettre en place et à la recommander à tes clients en l'occurrence pour être certain de garantir une expérience collaborateur, une expérience de formation qui soit aux petits oignons. Ouais, aujourd'hui, elle est vraiment facile à réaliser cette étape de test and learn parce qu'on a des Ouais. outils qui le permettent, qui sont simples d'accès, qui permettent d'aller vite, de D'accord. traduire de l'idée à la réalisation et qui permettent d'aller vite. Et ça, pour nous, c'est vraiment, et pour nos clients, c'est vraiment un point important, raccourcir le cycle de production entre l'expression du besoin, l'émergence ou la commande en interne et le fait de déployer rapidement, facilement, ou en tout cas de rendre accessibles facilement les contenus au public cible. D'accord. Ok, très clair. Si jamais, donc je le rappelle, hein, vous avez des questions, hop, j'ouvre le chat également aussi pour voir. N'hésitez pas à nous poser ou à poser vos questions directement à Nicolas hein, dans le chat sur des contextes, des problématiques que vous avez rencontrées. C'est l'occasion. N'hésitez pas, voilà, à poser directement vos questions dans le chat. On y répondra avec grand plaisir également. Donc, ce que je comprends, Nicolas, pour reprendre hein, ce que l'on vient de dire, c'est de faire un état des lieux, d'identifier évidemment les problématiques et les contraintes et les enjeux et les objectifs. On n'en a pas parlé également, mais forcément des objectifs. Hein, qui dit formation à distance ou formation en présentiel dit objectif de formation pour adopter une démarche test and learn itérative qui permette de déployer la solution, le dispositif de formation à distance le plus efficace et qui génère la meilleure expérience collaborateur, la meilleure expérience de formation.
en En digital comme en résumé, présentiel, on déroule tout un cycle d'expression de besoin, de cahier des charges, de scénarios pédagogiques, de production, de test and learn et de déploiement et de boucles d'amélioration continue. eh oui. Peut-être par rapport à ces publics terrain, ces collaborateurs terrain et les contraintes qu'on a évoquées pour ce public-là, ça, nous, dans notre réflexion, quand on accompagne ces publics-là, on va surtout sur des contenus qui vont être de plus en plus courts. C'est une tendance super forte. Le e-learning de un quart d'heure aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça a beaucoup existé. J'en ai beaucoup prescrit aussi ou créé quand j'étais en poste. Mais aujourd'hui, les formats ne cessent de se raccourcir. La durée d'attention d'un adulte, c'est 8 minutes. Donc, on peut s'en désespérer, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Eh Donc, oui. il faut faire avec. Et je pense que pour toucher aujourd'hui et garder l'attention, parce que c'est ça l'enjeu, garder l'attention face à une déferlante d'informations de toutes sortes et sous plein de formes différentes, c'est voilà, d'avoir des formats qui utilisent les codes quelque part proches des réseaux sociaux. Donc des formats courts, visuels, interactifs, bref, qui retiennent quelque part l'attention. Donc le Alors côté court justement, est vraiment hyper important. c'est quoi le meilleur format? Alors évidemment, enfin, je vais pas répondre à ta place, mais c'est difficile. Est-ce qu'il y a un format qui se dégage des autres, selon toi, pour répondre encore une fois à cette cible de collaborateurs présents sur le terrain? Est-ce qu'il y a un format qui leur va le mieux vis-à-vis de ton expérience professionnelle? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo est ultra dominante dans ce qu'on consomme. Et donc, plus on se rapproche de ces formats-là, plus c'est fluide et sans couture parce que c'est déjà l'habitude de ce qu'on regarde au quotidien. Donc, le format vidéo, il est hyper accessible. Il est un peu plus cher à produire que des contenus textes. Ouais. Mais souvent, dans des populations, des collaborateurs terrain, on peut aussi avoir des difficultés à appréhender le français à l'écrit. On peut avoir des collaborateurs de, de nationalités variées qui se débrouillent en français oral, mais qui peuvent avoir des contraintes à l'écrit. Moi, j'en ai rencontré plein quand j'étais dans la distribution. Et donc, le format audio peut être aussi un format qui a tendance à se développer parce qu'il est plus facile à produire. Il y a un vrai engouement de tous pour le format audio. On écoute tous de l'information en audio au quotidien, c'est en tout cas les dernières stats qui ressortent. Donc c'est ce mix de médias qui peut créer aussi l'intérêt parce que tout le monde préfère regarder un tuto YouTube que de lire l'équivalent du texte dans sa messagerie. Donc c'est peut-être de la paresse, mais c'est comme ça qu'on arrive à faire passer les messages. Eh oui, Et peut-être il le y en a peut-être. troisième aspect, c'est les quiz, c'est le côté ludique. Ouais. Ok. D'ailleurs, tu vois, j'allais rebondir en me disant, il y en a peut-être qui non pas regardent ce webinaire, mais qui l'écoutent, dans le sens où, en effet, comme tu dis, on a pris l'habitude vis-à-vis de certains modes de travail d'être multitâche et de faire plein de choses en même temps, ce qui génère aussi des problèmes, hein, évidemment, mais qui a l'avantage aussi de traiter plusieurs sujets en même temps. Alors efficacement ou pas, on en reviendra toujours au même. Mais il y en a peut-être qui écoutent ce webinaire, qui ont mis l'onglet de côté ou l'image incrustée de côté et qui ont les écouteurs ou bien haut-parleurs chez eux et qui sont en train d'écouter ce qu'on leur dit. Peut-être qu'ils sont en train de cuisiner ou de faire d'autres choses, qui sont en journée off, peu importe. Mais ce format auditif, il est quand même hyper intéressant pour les collaborateurs terrain parce que ils peuvent être en déplacement, ils peuvent être alors sur la route. Il y a des questions d'attention aussi pour les commerciaux qui se déplacent. Quand on est en clientèle, bon là en l'occurrence c'est très différent, mais ils peuvent être en train de faire autre chose et quand même on va leur partager une information auditive qui va les impacter, qui peut susciter des émotions, qui peut générer de l'engagement et qui peut du coup ancrer une notion qu'on veut leur apporter. Et ça, c'est mine de rien, c'est important et on l'a avec l'auditif, on l'a avec la vidéo, comme tu le disais, parce qu'on peut ressentir aussi des émotions avec la vidéo. C'est un peu plus compliqué avec du texte, on va pas se le cacher. Et surtout le texte, voilà, il peut y avoir en effet cette notion de longueur hein, qui peut vite rebuter, de problématiques d'accès à la langue aussi qui peut en effet rebuter. On n'est pas tous bien sensibilisés au français, donc il y a des formations français langue étrangère. L'accès à la langue est un vrai sujet aussi. Donc comme tu le disais,
la vidéo et l'audio sont les deux formats qui se distinguent, si je comprends bien. Et est-ce Oui. qu'il y a une bonne habitude, est-ce qu'il y a un rituel, en l'occurrence, de formation, de consommation de ces contenus à proposer, à imposer à ses collaborateurs pour qu'ils développent l'habitude d'apprendre? Alors, pour conclure sur la variété des médias, je pense que Oui, l'écrit est quand vas-y. même important parce qu'on a plein de façons, on a autant de façons d'apprendre que d'individus. Et rester juste dans l'auditif, c'est bien, mais ça n'ancre pas forcément les messages. Les avoir sous les yeux permet de dégager des points essentiels. Donc, c'est la Très juste. mixité. Il faut forcément penser, là aussi, on parlait tout à l'heure de blended learning, il faut penser la mixité des médias, parce que certains sont visuels, donc vont être auditifs, et c'est ça qui est important. Après, effectivement, Très juste, ouais. pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui, avec ces formats de plus en plus courts, qui s'insèrent dans l'agenda plus facilement qu'un long e-learning à planifier bien longtemps à l'avance, c'est comme c'est des petites briques de 5-7 minutes, pour en faire un vrai apprentissage conséquent, qui est des vrais messages à transmettre. Je pense qu'il faut aussi développer le côté apprentissage tout au long de l'année. Jusqu'à présent, avec le présentiel, on se formait, paf, j'ai ma formation de 3 jours, mais c'est la seule que je vais avoir cette année. Mmh. Donc j'ai 3 jours par an et c'est juste en une seule fois. Aujourd'hui, l'apprentissage, il est de plus en plus distribué et on peut le consommer presque quand on veut, où on veut, etc. Mais du coup, il y a un enjeu peut-être de ritualisation, en tout cas de cadencement des messages, pour faire en sorte qu'il y ait ce réflexe formation, qui se passe toujours quelque chose pour moi, qui est toujours quelque chose à apprendre pour distiller quelque part les messages. Donc D'accord. ça, c'est Est-ce pas que forcément simple à organiser pour le coup. C'est pas oui. forcément simple à organiser avec des équipes terrain. Est-ce qu'il y a une question générationnelle de cette habitude de consommer de l'information un peu tout le temps, à tout moment? Est-ce que les nouvelles générations sont un peu plus aptes, si je puis dire, à consommer à tout moment versus nos anciennes générations? Elles avaient l'habitude de partir en formation et donc de laisser le travail un instant T pour le reprendre plus tard, quitte à avoir une surcharge de travail pour le rattraper. Est-ce que les générations, tu parlais tout à l'heure de manière de consommer l'information à la mode des réseaux sociaux, au final, est-ce que c'est pas ces nouvelles générations qui amènent ces méthodes de consommation-là aussi? Alors, c'est sûr que les générations qui sont nées avec le téléphone ont une habilité à, voilà, à être multitâche, à avoir ce réflexe-là, mais je crois que c'est pour aujourd'hui, c'est quand même assez répandu. Les réseaux sociaux, ça date quand même maintenant d'il y a 15 ans, tout le monde y est, tout le monde a le réflexe Google dès qu'il y a une information à rechercher. Je pense qu'on peut complètement transposer ça en situation de travail pour avoir le réflexe d'aller chercher la bonne ressource formation euh, à portée de main, parce que toutes les ressources, elles sont formalisables, on peut les simplifier et les rendre accessibles. C'est juste ça qui fait la performance en situation de travail, c'est de dire, ah, j'ai une question, j'ai besoin de la réponse tout de suite, pas de me connecter à un e-learning demain soir. C'est Ouais. maintenant, c'est parce que j'ai 5 minutes à perdre où je suis à l'aube de faire quelque chose d'important, que j'ai besoin de revoir un geste métier. C'est maintenant que j'en ai besoin. Donc l'accessibilité, c'est vraiment un sujet clé pour les formations d'aujourd'hui. Se former en juste à temps, se former tout au long de la vie, tout au long de l'année. Hein, le CPF vise ça aussi, à développer ses compétences tout au long de l'année, mais c'est vraiment voilà, ritualiser et rendre hyper accessible pour moi le contenu qui m'intéresse dans mon métier. D'accord. Écoute, très clair. On a déjà de bonnes pistes entre notre première étape et là, ce sujet, en l'occurrence, de modalités pédagogiques, donc en effet variées. On en a déjà parlé dès le début. Audio, vidéo, on n'oublie pas le texte. Tu fais très bien de le rappeler. Tu parlais aussi des quiz tout à l'heure. On va y revenir un peu après pour la validation des acquis. À distance, c'est aussi possible de tester les acquis ou de valider, en l'occurrence, les connaissances. On va en reparler juste après. Et enfin, du coup, le dernier point que je dirais, après avoir fait cette étape, ces deux enchaînements, c'est de réussir à créer une habitude, un rituel
qui soit bien accueilli et bien perçu par les collaborateurs. Il faut qu'ils acceptent ce rituel. Il faut aussi qu'ils soient demandeurs et qu'ils puissent adapter le rituel à leurs conditions de travail, à leur planning, à leurs agendas. Voilà, si je Voilà. résume en gros Ouais, les 3 étapes. exactement. Ok, top. Et là, ça suppose, et là, ce qui est intéressant, c'est d'associer du coup la ligne managériale, parce que les rituels, ils sont aussi en lien avec le manager. C'est lui, par exemple, qui peut faire un brief quotidien. Et Ouais. c'est lui qui peut l'impulser et s'appuyer sur le digital pour renforcer le temps présentiel qu'il a en face à face avec ses équipes. Le digital, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul dans son coin. De son côté. Ouais, tout à fait. Donc les managers ou le management a un rôle. Le mentor, enfin ça dépend du nom en fonction le formateur qui se déplace de site en site. C'est lui aussi qui peut impulser ce rituel en fonction des fréquences de visite. Et c'est lui qui met l'accent sur l'importance de se former, qui peut prescrire des bonnes formations, des capsules, des micro-learning adaptés. C'est lui qui voit aussi son collaborateur sur le terrain et ce dont il a vraiment besoin. Donc, des contenus courts peuvent permettre de personnaliser aussi un apprentissage en fonction de chacun. Alors que la formation de 3 jours, ben, on nivelle un petit peu parce qu'on est tous ensemble, dans la même salle. Ouais, tout à fait. Il n'est pas question de laisser l'apprenant seul de son côté et lui dire vas-y, débrouille-toi, c'est accessible et d'avoir une librairie ou un catalogue en l'occurrence de micro-formation ou de d'e-learning. Le sujet, c'est vraiment d'impliquer les parties prenantes pour que chacun ait Ouais. aussi, mine de rien, sa responsabilité dans le développement des connaissances. C'est pas que le formateur, c'est aussi les managers, les tuteurs, comme tu le dis, et les apprenants eux-mêmes qui doivent être moteurs de leur montée en compétences et développement de connaissances. Tout à fait, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Je Alors, pense que parlons des quiz. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, je, vas-y. je sais plus, ça va me revenir, c'est pas grave, on Ok, continue. excuse-moi. Justement, alors, je voulais parler des quiz et ensuite on va enchaîner sur le cas d'usage ou les cas d'usage. Est-ce que même chose, tu as des bonnes pratiques? Parce que les quiz à distance ou les tests de connaissances, comment est-ce qu'on peut tester, en l'occurrence pour une personne qui est à distance, qui est sur le terrain, en clientèle, comment est-ce qu'on arrive à lui faire compléter un quiz ou à valider ses acquis concrètement? Alors, il y a le fait de rendre accessible le contenu digital, que ce soit de la formation ou un quiz, est lié peut-être aux outils utilisés dans l'organisation, au fait d'avoir accès à un device, quel qu'il soit. Alors, ça peut être l'ordinateur le plus souvent parce que c'est bien implanté. Les tablettes, ça reste encore rare, même si dans le retail, ça peut se développer pour partager une tablette auprès de plusieurs collaborateurs. Et puis, Ouais, il y a ouais. aussi le téléphone, et là peut se poser la question du téléphone pro ou perso et de la légitimité de l'utilisation. Mais surtout sur le quiz, et je pense que ça, c'est une vraie force qui est peut-être pas encore suffisamment exploitée, ça permet quand même de faire le point de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas, parce que tout le monde sait déjà tout ou partie du sujet, donc pouvoir mesurer ce qu'on sait déjà de ce qui nous reste à apprendre, c'est souvent un facteur d'engagement. Ouais. Euh, on a surtout l'habitude de faire des quiz de fin en disant vous venez de suivre votre e-learning de 20 minutes, voici les 10 questions qui balayent le sujet. Mais il y a aussi et surtout le quiz pédagogique, façon pédagogie inversée, où je pose des questions en mode défi pour. Forcément, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais le fait qu'on me pose la question me met dans une situation où je dois réfléchir, où j'ai envie de connaître la réponse qui est derrière et donc de découvrir le contenu. Donc il y a certes le positionnement, l'autodiagnostic, savoir ce que je sais, l'évaluation des acquis, super importante. Est-ce qu'il connaît les messages clés de sécurité, de process à appliquer, de connaissances produits ou autres. Et puis tout le quiz pédagogique qui peut du coup donner envie, si c'est bien fait, donner envie d'aller découvrir le contenu qui est juste après. Donc mettre le participant dans une position de découverte et de défi. Donc il y a plusieurs types de quiz que tu vas positionner à plusieurs moments de la formation pour valider en l'occurrence ou tester ou challenger l'apprenant. Voilà. En amont, en aval, c'est sûr, c'est même Calliope au sens qualité du terme.
Ouais. mais le quiz pédagogique qui vise à réfléchir, qui met le participant dans une situation de se positionner sur un sujet qu'il est en train de découvrir, puisqu'il se forme dessus, crée une forme d'interactivité et en tout cas d'appétence pour le contenu qui va suivre, plutôt que juste de valider le message que j'ai vu 3 minutes avant. Ok, très clair. Écoute, merci pour cette première partie. On va en rester là pour cette première partie parce que je voudrais qu'on aborde quand même un ou des cas d'usage concrets que tu as pu rencontrer, qu'on a rencontrés. Si vous en avez également, vous, dans l'auditoire du webinaire, n'hésitez pas dans le chat, encore une fois, à nous poser vos questions ou si vous regardez en replay ce webinaire, même chose, à revenir vers Nicolas ou moi-même et à poser vos questions voilà, directement par retour d'email ou sur les réseaux sociaux en fonction de l'endroit où vous êtes connecté directement avec nous. Euh, alors, est-ce que tu as concrètement un cas d'usage je crois savoir que tu travailles beaucoup dans le monde du retail, mais pas que. Alors, est-ce que tu as des cas d'usage ou un cas d'usage avec des collaborateurs terrain à nous présenter, à nous expliquer? Alors, je pense que celui aujourd'hui qui est le plus parlant et qui est un peu révélateur d'une tendance qui est en train de se dégager, en tout cas qu'on rencontre chez nos clients, c'est des dispositifs d'animation dans la durée de communauté métier. C'est-à-dire, on n'est plus dans la formation one-shot en prescrivant une formation qui est déployée pour tous les participants, mais Oui, sur des cycles d'animation qui vont mêler du digital, mais pas que, et qui surtout vont l'ancrer dans le temps et non pas sur un temps unique, puis après on passe à autre chose et on oublie ce qu'on a fait. d'accord. Euh, la situation à laquelle je pense, c'est un groupe de retail en France qui a une vingtaine de magasins, à peu près 6 000 collaborateurs et du turnover et des embauches régulières. Tout l'enjeu, par exemple, pendant cette période de crise sanitaire, c'était de commencer à les former sur les bons gestes, ne serait-ce que les mesures sanitaires, avant même qu'ils rentrent dans le magasin. Et donc, dès la promesse d'embauche, des contenus peuvent être poussés. En l'occurrence, là, c'était avec un QR code attaché au premier message administratif que recevait le collaborateur. Aller chercher directement du contenu en ligne, puis une mise à disposition, là pour le coup assez classique mais ultra nécessaire, de tous les modules d'onboarding pour les collaborateurs. Donc, des capsules, de la vidéo, enfin voilà, le mix pédagogique qu'on évoquait tout à l'heure, mais Oui, sous la forme de l'équivalent d'un e-learning, super bien fait, mais prêt à consommer en tant que tel, sans interaction forcément, juste d'accord. de découvrir le contenu. Donc il y a déjà une première, pardon, il y a déjà un premier niveau qui est de se dire qu'on soit une entreprise, quelque secteur qu'il soit en l'occurrence, dès lors qu'on a du turnover ou des recrutements en l'occurrence à venir, il y a ce sujet de l'onboarding des collaborateurs. En l'occurrence, Ouais. on peut onboarder à distance pour mettre tout le monde à niveau. Alors quand je dis onboarder, c'est pas en totalité, hein, ce que j'entends, c'est de mettre tout le monde à niveau pour que l'onboarding en présentiel puisse se faire dans les meilleures conditions avec une base de connaissances ou des savoirs qui soient déjà diffusés à tout le monde. C'est exactement ça. L'onboarding dans le commerce, c'est vite chronophage parce qu'on n'en a jamais fini. Des collaborateurs partent, des collaborateurs entrent. Il y a des mobilités, il y a des ouvertures de magasins. Donc, ça peut être très chronophage pour les équipes qui accueillent sur place. Et puis D'accord. surtout, quand tu arrives dans un secteur, tu as besoin aussi d'accéder à des ressources parce que le vocabulaire est nouveau, les process sont nouveaux et tu as besoin de t'y référer. Et les premiers jours, tu as des informations plein la tête et de pouvoir se référer régulièrement à ce contenu qui est le cœur de mon activité, c'est super important. Donc, glossaire, bibliothèque de Lexique. gestes métiers, process, sous terme, voilà. Ça, c'est un des avantages du digital, de rendre accessibles ces premiers termes qui permettent de se repérer. Alors que quand on fait un onboarding en salle, on présente tout d'un coup et puis après, on sait que notre taux de mémorisation est nécessairement limité. Et du coup, de pouvoir y revenir à la demande quand je suis confronté à la situation, c'est un plus indéniable. D'accord. Donc pour cette marque, pour cette entreprise de retail, ce que tu as fait, c'est
un pré-onboarding à distance. Et ensuite, du coup, pour les collaborateurs, une fois qu'ils sont en poste, comment est-ce que tu as pu proposer avec Ready for Takeoff une modalité ou des modalités, en l'occurrence, de formation à distance? Comment ça s'est passé? Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la formation dans le commerce, c'est aussi sur le terrain. Là, c'est des grands magasins, donc c'est plutôt avec des managers sur site Ok. pour lesquels on a formalisé des ressources accessibles en digital. Là, en l'occurrence, ils avaient l'opportunité d'avoir des tablettes. Ça permet de diffuser dans tous les magasins un message homogène, une référence, pour là qui sert peut-être simplement de support d'animation sur la surface de vente. Donc tous les tuteurs, tous les managers ont la même ressource et peuvent s'appuyer là sur la force du multimédia embarqué en montrant un geste métier ou en expliquant une organisation de rayon ou une gamme de produits et d'avoir les bonnes ressources et donc la bonne façon de le dire, quel que soit le magasin en France dans lequel je suis. Ce n'est pas en fonction du Hmm. formateur, en fonction de sa forme, etc. De toute façon, le déroulé est déjà formalisé et les ressources qui ont besoin d'être médiatisées sont mises à disposition. Donc ça assure D'accord. un déploiement dans des temps limités, sans rien oublier, avec tous les bons messages qui sont portés. Tu as une cohérence, du coup, une uniformité du message pour tout le monde au même moment ou sur un espace-temps qui est identique. Est-ce que tu joues ensuite, j'utilise le terme jouer, le verbe jouer, est-ce que tu joues sur les temps morts du collaborateur? On sait qu'en magasin, alors ceux dans des périodes de grandes affluences, on est occupé du matin au soir à accueillir des clients ou à avoir d'autres tâches, hein. Évidemment, il n'y a pas que ça. Mais est-ce qu'on peut jouer sur ces temps morts d'inactivité ou de périodes un peu creuses pour, en l'occurrence, consulter des micro-modules ou des modules de formation? Pas vraiment, parce que dans ce secteur-là, comme j'imagine dans plein d'autres, dès lors qu'on est face au client, l'usage de son téléphone, par exemple, pour accéder aux Oui. ressources, est totalement interdit. Donc c'est plutôt lors du brief matinal avec le manager, lors des pauses ou lors de micro-temps de pause à l'intérieur de la journée, mais pas quand on est sur la surface de vente, quand bien même il n'y aurait pas de clients à ce moment-là de la journée. Donc c'est vraiment D'accord. à organiser en lien avec le management, parce que même si c'est en son cours, c'est pas n'importe quand, n'importe comment quand on veut. Bon, bah, c'est très important, je pense, de bien voilà, l'expliquer, le préciser. Il y a des erreurs aussi à éviter. Alors là, c'est une erreur ou en l'occurrence un conseil que l'on donne. C'est en effet dans le monde du retail ou quand on est en clientèle, en effet, le fait d'avoir une barrière écran, une barrière numérique face à la personne, ça met tout de suite un frein et on sait que l'expérience client est très importante. Donc si la personne est sur son téléphone en train de se former ou de consulter des contenus, le client qui est en face, lui, il ne sait pas ce qu'est en train de faire cette personne. Il peut se dire, elle est sur les réseaux sociaux, elle est en train de chercher quelque chose, il a peut-être pas envie de la déranger. Et donc, il y a toujours cette crainte. Donc, une erreur à éviter, c'est de se dire, sur notre temps de travail, en clientèle, on évite, on profite de temps où on est en dehors de la surface de vente. Je rebondis sur ce sujet-là parce qu'en fait, nous, c'est vrai qu'on travaille plus. Alors, on travaille plus avec des domaines type industriel, industrie. En l'occurrence, on a une majorité de clients sur ces domaines-là. Et en l'occurrence, il se trouve que sur une journée, en l'occurrence, donc eux, ils sont pas en clientèle, ils sont pas sur une surface de vente, ils sont sur le terrain. Ça peut être des personnes qui travaillent sur des aires d'autoroute, qui travaillent sur des chaînes de production, qui travaillent sur dans des villes, dans des métropoles. Ça peut être voilà sur des travails en hauteur, des métiers à risque. Concrètement, bah là, en effet, on va se servir plutôt, en effet, comme tu le disais, des temps de pause, de micro-pause, même si ce sont des temps qui doivent être en priorité faits pour que la personne puisse respirer, puisse penser aussi à autre chose, se libérer l'esprit pour pouvoir revenir au travail, reprendre son travail de manière tout aussi efficace. Donc c'est important de faire la différence entre les temps de pause, relâchement et peut-être des micro-pauses qui peuvent, elles, servir en l'occurrence à ses collaborateurs à réviser ou découvrir un tutoriel métier, un process métier pour être certain de bien faire son geste métier et de travailler dans des conditions de sécurité. Donc il y a aussi ces enjeux-là qui sont différents d'un domaine à un autre. Là, tu vois, on parle du retail et de l'industrie. Chaque cas et chaque domaine d'activité ne voit pas les mêmes prérequis, les mêmes critères, les mêmes modalités non plus s'appliquer. À chaque fois, il y a des erreurs à éviter. Elles ne sont pas toujours vraies dans un domaine comme dans l'autre.
Donc c'est un enfer important. Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques ou est-ce que tu peux continuer sur ce cas d'usage, sachant qu'il est déjà 11h40, que le temps passe très très vite, que c'est toujours hyper pertinent et enrichissant de discuter, de revenir sur des fondamentaux, de découvrir les erreurs à éviter. Peut-être as-tu d'autres erreurs comme ça à éviter quand on est sur un collaborateur sur le terrain ou à distance sur le lieu de travail? Alors, là, comme ça, des erreurs à éviter, ça ne me vient pas forcément. En revanche, pour compléter le dispositif, ce qui a fait le succès du dispositif chez ce client retail, c'est de pousser du contenu tous les 15 jours à heure fixe, avec des modalités variées pour cette population cible qui, encore une fois, est répartie. C'était là, en l'occurrence, 500 personnes réparties sur le territoire français. On D'accord. pousse tantôt des vidéos qui complètent l'apprentissage, tantôt des quiz qui vont permettre de valider, mais de façon ludique, en se challengeant les uns les autres, les contenus qui ont été vus par le passé. Donc, c'est aussi une mesure des acquis répartis dans le temps. Des podcasts avec des témoignages de ceux qui sont dans le même job et qui ont fait carrière dans l'entreprise ou qui peuvent passer des conseils métiers venant de l'intérieur. Donc, tout Ça, c'est ça, intéressant. ça se prépare en amont, bien sûr. Il faut aller identifier le bon expert qui va pouvoir témoigner, pouvoir l'enregistrer, même si aujourd'hui, on peut faire avec même son téléphone des choses assez rapides, sans être ultra léché, ça fait carrément le job. Plus des questionnaires de satisfaction pour avoir une boucle de feedback régulière sur les attentes de cette cible, des choses qu'on n'aurait pas traitées ou pas imaginées. Donc, animer tous les 15 jours des contenus variés, vidéos, podcasts, contenus complémentaires, quiz, évaluation de satisfaction, pour animer finalement